Sans plus tarder, passons au premier bloc de la journée, notre panel intitulé « Une vision systémique du futur de l'énergie au Québec, piste de solutions pour une transition énergétique juste et équitable ». Pour mettre la table, il y a quelques semaines, le GIEC a publié le dernier volet de son 6e rapport d'évaluation intitulé « Impact, adaptation et vulnérabilité ». Celui-ci fait valoir que les conséquences des changements climatiques sont déjà observables et mentionne que seules les réductions rapides et soutenues et l'atteinte de zéro émission de CO2 peuvent contenir l'augmentation des températures sous les 2 degrés. C'est pourquoi il nous faut repenser rapidement la transition énergétique du Québec et surtout l'aborder de manière systémique. Pour lancer la discussion à ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir M. Daniel Breton qui animera notre panel regroupant des invités de renom. Donc, je vous en prie. Alors, pour le moment, vous allez vous asseoir ici, vous allez occuper le livre après. Alors, la bio de M. Breton. Daniel Breton est président et directeur général de Mobilité électrique Canada, l'une des plus anciennes associations dédiées à l'électrification des transports du monde. Cette organisation compte des membres issus de tout l'écosystème de l'électrification des transports, notamment des constructeurs de véhicules légers, moyens, lourds et hors route, des fournisseurs d'électricité, des fournisseurs d'infrastructures, des villes, des universités, des syndicats, des entreprises technologiques, des centres de recherche, des ministères, des ONG environnementales, des associations de propriétaires de véhicules électriques, des gestionnaires de flottes, etc. Ancien ministre québécois de l'Environnement, du Développement durable, de la faune et des parcs, il a été premier élu responsable d'une stratégie gouvernementale d'électrification des transports au Canada en 2012. Diplômé en gestion durable du carbone, il a écrit plusieurs ouvrages sur le thème de l'électrification des transports, des changements climatiques et de la pollution atmosphérique et de la transition énergétique depuis 2009. Donc, avant de céder la parole à M. Breton, j'ai l'honneur aussi de présenter les différents panélistes et je commence par Mme Sarah Hood. Alors, présidente directrice générale, Sarah Hood œuvre d'abord comme directrice des communications et des relations publiques auprès d'entreprises privées et d'organismes à but non lucratif. C'est ensuite à titre de directrice générale qu'elle prend les rênes de l'organisme pan-canadien Fusion Jeunesse, dont la taille doublera pendant les 3 ans de son leadership. Puis elle se rejoint à l'équipe de la société de placement privé XP&D Capital, à titre de vice-présidente des affaires publiques et gouvernementales. Elle pilote plusieurs dossiers en électrification des transports. À l'automne 2017, elle devient présidente directrice générale de la nouvelle grappe des transports électriques et intelligentes après le mandat de positionner la province parmi les leaders mondiaux du secteur. Maintenant, c'est au tour de M. Karim Zaghib. Karim Zaghib est un scientifique de renom international spécialisé dans le domaine du stockage d'énergie et de l'électrification des transports. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages scientifiques ayant fait école dans ces domaines et lui ayant valu de nombreuses distinctions. Il participe sur une base régulière à de nombreux congrès internationaux où il intervient à titre de conférencier expert sur les problématiques liées au stockage de l'énergie et sur les nouvelles technologies de batterie. En tant que directeur de recherche, il a par ses travaux contribué au développement de matériaux pour les batteries lithium-ion à Hydro-Québec. Il a notamment participé à la mise sur pied de la première entreprise mondiale à utiliser le phosphate de fer lithium dans une cathode, au développement d'anodes en graphite naturel et de nano-tétanate à l'échelle de mégawattheures. Les réalisations les plus récentes de son équipe, développées en collaboration avec des universités, des centres de recherche et des entreprises, ouvrent la voie à la prochaine génération de batteries pour véhicules électriques dans laquelle le Québec est appelé à jouer un rôle de premier plan. Tour à Mme Annie Levasseur. Annie est professeure-chercheur au département de génie de la construction de l'ETS et experte dans l'élaboration d'outils diagnostiques basés sur l'analyse de cycle de vie. Elle est membre du CEROD
et directrice scientifique du Centre d'études et de recherche intersectorielle en économie circulaire, le CERIEC, de l'École de technologie supérieure, l'ETS. Titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la mesure d'impact des activités humaines sur les changements climatiques. Madame Levasseur a notamment présidé le groupe de travail sur le réchauffement climatique dans le cadre de la première phase du projet Global Guidance on Environmental Life Cycle Impact Assessment Indicators, une initiative de programme des Nations Unies pour l'environnement et de la société et de la Society of Environmental Toxicology and Chemistry. Elle a également fait partie d'un comité d'experts des Académies nationales des sciences et de l'ingénierie et de la médecine des États-Unis pour élaborer un programme de recherche sur les technologies à émissions de carbone négatives et de séquestration fiable. Elle a été invitée par le ministère de l'Environnement et de lutte contre les changements climatiques du Québec à se joindre au comité bioénergie dans le cadre du développement du plan pour une économie verte visant l'atteinte des objectifs de réduction des émissions à gaz à effet de serre d'ici 2030. Et maintenant, le tour à Normand Mousseau. Normand est professeur de physique et directeur scientifique de l'Institut d'énergie Trottier à Polytechnique Montréal. Il est détenteur d'un doctorat de la Michigan State University et a travaillé comme chercheur postdoctoral à l'Université d'Oxford en Angleterre ainsi qu'à l'Université de Montréal. Il fut professeur adjoint au département de physique et d'astronomie de la Ohio University avant de rejoindre l'Université de Montréal en 2001. Détenteur d'une chaire de recherche du Canada de 2004 à 2014 et de la chaire de formalisation Nanosciences de 2009 à 2012, il fut chercheur ou professeur invité à l'École polytechnique de Delft, aux Pays-Bas, à l'Utrecht Universiteit, au SUA, au CNRS, à l'Université Fudan de Shanghai, au Shanghai, et à l'Université Pierre et Marie Curie. Il fut directeur scientifique fondateur de Calcul Québec, le regroupement de calcul de haute performance québécoise de 2010 à 2013. Ses travaux de recherche ciblent les matériaux complexes. Les méthodes numériques qu'il a développées dont plusieurs s'appuient sur la technique d'activation et de relaxation, sont utilisées à travers le monde pour l'étude de la cinétique des matériaux complexes. Avec son groupe et des collaborateurs étrangers, il continue à développer des méthodes ART nouveaux et ART cinétiques. Depuis 2005, il suit de près la question énergétique et de ressources naturelles, en plus de ses nombreuses interventions médiatiques. Il a publié plusieurs livres sur le sujet, dont Au bout du pétrole, tout ce que vous devez savoir sur la crise énergétique, 2008, et la révolution des gaz de schiste, 2010, et le défi des ressources minières, 2012, gagner la guerre du climat. Voilà. Et la biographie est assez longue. En tout cas, le fil, il va jusqu'à Shanghai, l'Université de Pierre-Marie, et il est directeur scientifique et fondateur du Calcul Québec. Donc, c'est pas mal un long CV. Voilà. Alors, à vous, M. Breton, et bonne animation. Je vous remercie. Bon, ben, veuillez vous asseoir. Vous allez passer à l'examen. Bonjour tout le monde. Je ne reviendrai pas sur qui je suis ou qui nous sommes tous. On va manquer de temps. Écoutez, la question de base, c'est comment transformer l'approche de la transition énergétique au Québec. Donc, ce que ça veut dire, c'est que de facto, la question implique le fait qu'il faut transformer l'approche de la transition énergétique au Québec. N'est-ce pas? Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous êtes bien organisé? Ça s'en vient. Là, oui. Ça s'en vient? OK, je vais vous laisser quelques instants. Écoutez, pendant que vous vous installez, moi, je vais faire une petite introduction. D'abord, je suis très, très, très content de découvrir ce nouveau bâtiment que je n'avais jamais connu. Normalement, moi, j'allais à l'ETS, l'ancienne O'Keeffe, pour ceux qui sont plus âgés, qui s'en souviennent. Pour ceux qui se souviennent de la bière O'Keeffe d'abord, ce qui remonte dans le temps. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une dizaine d'années, moi, j'avais participé à une discussion sur l'avenir de l'électrification des transports qui s'était fait à l'ETS. Puis j'en ai parlé avec M. Charrier. Et je me rappelle, il y avait une cinquantaine de personnes autour de la table, des gens, différents recteurs d'université, des gens d'affaires.
les fonctionnaires du gouvernement, moi, puis j'avais dit aux gens, vous croyez tous que la transition énergétique est extrêmement importante. Tout le monde, évidemment, avait dit, ben oui. Tout le monde avait dit aussi, vous êtes tous d'accord pour dire que l'électrification des transports fait partie de la solution. Tout le monde avait dit oui. Puis j'ai dit, ben vous êtes des leaders d'opinion, faites partie de la société civile, vous avez un rôle important à jouer. J'ai dit, maintenant, il y en a combien parmi vous qui a branché sa voiture électrique pour venir ici ce matin? Puis j'étais tout seul. Bref, je pense qu'on a tous un rôle à jouer à plusieurs égards. Et la discussion d'aujourd'hui sur la transition énergétique, c'est un sujet qui me passionne, qui, je sais, passionne Normand depuis de nombreuses années, mais vous passionne tous. C'est facile à dire, on est tous d'accord quand on en parle. Mais quand vient le temps de l'appliquer, quand vient le temps de prendre action, de venir avec des moyens concrets, on se rend compte que souvent, plus facilement dit que fait. Il y a des enjeux sociaux, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux psychologiques, la transition énergétique, et c'est ce dont on va parler. Donc, on va commencer en mettant la table, parce qu'on, comme je disais, on parle beaucoup de transformer l'approche de la transition énergétique au Québec. Donc, première question que j'aimerais poser, OK, c'est si on manque de transformer l'approche de la transition énergétique au Québec, ça veut donc dire qu'il y a des choses qui clochent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. J'aimerais d'abord entendre chacun des panélistes pour dire qu'est-ce qui ne marche pas. On va commencer par cette question-là. J'aimerais ça commencer par Normand parce que je sais qu'il en parle souvent de ça. Qu'est-ce qui ne marche pas dans la transition énergétique? Bien, c'est le manque de volonté. Donc, clairement, il y a une déconnexion complète entre le discours, bien, pas complète, mais majeure entre le discours et les actions sur le terrain. Et surtout la volonté de faire des transformations structurantes. C'est-à-dire que c'est facile de faire des transformations à la marge, de subventionner un programme, un autre programme, un autre programme. Mais ce qui manque beaucoup, pour moi, c'est la vision structurante de transformation. Puis où est-ce qu'on veut être dans 15 ans, 20 ans, 30 ans? Présentement, là, on va rater nos objectifs de 2030 par probablement plus que la moitié. Là. Comme ce qu'on a en place aujourd'hui, on est peut-être à 15 %. Si on réussissait ce qu'on veut faire, on est loin du 37 %. Et mais là, tu ne parles pas tant de transition énergétique que de lutte au changement climatique. Comme c'est la même chose. Okay, les émissions de gaz à effet de serre au Québec, c'est 70 liées au secteur énergétique. Ouais, absolument. Donc, cette transformation-là, la décarbonation de notre économie passe par la transition énergétique, passe par l'électrification de tous les secteurs économiques, en gros, avec un appui, un petit peu de biomasse ici, un petit peu de solutions chimiques à côté, mais en gros, c'est l'électrification. Donc, on sait ce qu'il faut faire. Puis, pendant ce temps-là, on met les freins sur les transformations qu'il faudrait faire. OK. Mme Villeneuve. Le manque de vision systémique, je suis tout à fait d'accord avec ce que Normand vient de mentionner. Puis le manque de vision systémique, donc on a tendance à regarder des petites solutions individuelles, mais en fait, malheureusement, il n'y aura pas une seule solution. Donc, c'est vraiment un cocktail de solutions. Puis, étant donné l'importance des efforts à faire puis de la transition à faire, ben il ne faut pas oublier qu'on n'est pas tout seul, c'est une problématique globale. Donc, oui, la transformation d'une source d'énergie à une autre, mais beaucoup regarder aussi la demande, évidemment. Donc, la réduction de la demande est une très grosse partie de l'équation. Donc, parce que toute l'énergie renouvelable, plus bas carbone dont on va avoir besoin, ben, il faut pouvoir l'utiliser le plus efficacement possible. Merci. Sarah? Bien, j'allais répondre exactement la même chose. C'est vraiment l'absence d'une vision systémique qui est en cause. On voit plein de petites tactiques à gauche, à droite qui sont mises en œuvre, mais on manque vraiment de stratégie globale. En fait, tous les problèmes d'aujourd'hui auxquels les gouvernements tentent d'agir les solutions devraient être vues dans une perspective de lutte au changement climatique. Le développement de l'économie devrait être pensé constamment. Ça devrait être le prisme qui détermine toutes nos décisions, puis c'est absolument pas le cas. Dans la hiérarchie de l'agenda politique, c'est malheureusement pas assez élevé. On pense à faire de l'attraction d'investissements étrangers, on pense à construire des nouvelles autoroutes, on pense aux logements sociaux, à des enjeux très court terme, mais tout ça a un lien avec la lutte au changement climatique et la transition énergétique inclus là, dans ce. Donc, bref, c'est ça. On manque vraiment de stratégie globale. On manque de vision globale. On manque de vision globale. Voilà. OK. Karine? Je suis le dernier, donc je ne vais pas répéter les mots, mais je pense que tous mes collègues ont parlé la même chose.
manque d'une planification globale, soit au niveau du gouvernement, des deux paliers du gouvernement, et aussi, qu'est-ce qu'on ne voit pas, aussi des cibles et aussi des programmes à long terme. Donc, si on voit d'autres pays, là, comment ils font la transition énergétique comme un noyau, comme une sécurité nationale dans un pays, c'est très important la transition énergétique. Tant qu'on n'est pas dans une sécurité nationale, tant qu'on ne voit pas des programmes à long terme avec des cibles et aussi avec des budgets qui viennent, donc je suis d'accord qu'il y a un manque de vision systémique. OK. Bon, donc, corrigez-moi si je me trompe, mais vous interpellez beaucoup le politique. Dans le fond, ce que vous dites, c'est qu'au niveau politique, il n'y a pas de volonté d'avoir une vision globale. Moi, en tant qu'ancien politique, en tant qu'ancien ministre de l'Environnement, moi, je me dis, oui, quand tu es en politique, tu veux arriver avec une approche systémique. J'étais de ceux-là quand j'étais en politique, puis je connais des gens en politique aujourd'hui qui veulent cette approche-là. Mais vous savez comme moi qu'entre la politique et la réalité, il y a des choses qui se passent. C'est-à-dire que la société qui n'est pas nécessairement prête. Et si on dit aux gens, écoutez, il y a 25 millions de sièges vides le matin à l'heure de pointe qui circulent à travers le Québec. Pourquoi? Parce que tout le monde fait de l'auto-solo. Si on dit aux gens, vous laissez votre auto à la maison, vous prenez le transport collectif, on sait très bien que c'est le genre de politique qui n'est pas très populaire. C'est difficile de se faire réélire. Donc, on fait quoi avec ça? Parce que, tu sais, c'est le fun. Nous, on dit ça, ouais, ça prend une approche systémique. OK. Là, tu approches le ministre Charette ou tu approches le ministre Guilbeault. Tu leur dis, ça prend une approche systémique. Il faut arriver avec des mesures qui vont être difficiles à faire accepter au niveau politique. Qu'est-ce que vous dites à ces ministres-là quand vous les approchez? On va commencer par Karim. Commencez par toi. On va y aller à l'envers. Ben, écoutez, lorsqu'on parle de la transition énergétique, là, il y a deux volets très importants, trois volets. Les énergies renouvelables, les batteries d'hydrogène. Dans mon cas, moi, j'avais une expérience, donc je travaille pour Investissement Québec pendant 1 an et demi. Et dans le cas des batteries, l'initiative de la batterie, moi, je la trouve qu'elle était très bien faite. Donc, pourquoi? Parce que il y avait le leadership d'un ministre de l'économie, M. Pierre Fitzgibbon, qui a mis une bonne équipe. Aujourd'hui, on voit le résultat, on voit un campus à Bécancour, on voit BASF. BASF, c'est un grand géant dans le passé. Moi, j'ai travaillé avec ce groupe-là, le JM, Volt, etc. Donc, je pense que le volet, moi, l'exemple batterie, j'aimerais bien le donner comme un exemple de succès pour le gouvernement du Québec. Je ne connais pas bien l'initiative complète du gouvernement fédéral, mais en revanche, l'hydrogène, pour l'instant, c'est question mark pour moi. Donc, je ne sais pas où le Québec va aller, où on va voir, mais l'exemple numéro 1, là, je pense que c'est on appelle de success story là, pour l'initiative batterie aujourd'hui, parce que le plus important, c'est qu'il faut penser à très haut niveau. L'électrification de notre société. C'est pas juste le transport, on reviendra tout à l'heure, mais moi, c'est un exemple là, que je vais laisser la parole à d'autres, mais l'exemple de batterie, là, si on fait un peu qu'est-ce que le ministère de l'Économie, comme exemple, ça, à mon avis, on est capable de mettre plus d'autres projets pour la transition énergétique. OK. En réponse à ça, mon cher Karim, OK? Parce que c'est le fun et c'est populaire de dire on va créer une usine de batterie. C'est des emplois. Mais ça, c'est un aspect de l'équation. Mais quand tu es ministre de l'Environnement, là, tu dis, moi, je ne m'en vais pas créer une usine de batterie. Là. Moi, je vais dire aux gens, il faut diminuer leur empreinte écologique. Donc, comment est-ce qu'on approche un ministre de l'Environnement à qui on dit, pour diminuer notre impact, nos changements climatiques, notre consommation d'énergie, comment est-ce qu'on approche les gens? Comment est-ce qu'on arrive avec un programme systémique, comme tu dis, Normand, qui va être accepté par les citoyens? Puis ça, c'est une question qui est, à mon avis, fondamentale. Normand, as-tu un avis là-dessus? Je propose qu'on finisse le tour, puis je viendrai tout à l'heure. OK, pas trop. Bon, ben, Sarah, veux-tu y aller? Ben, oui, pour répondre à ta question, Daniel, moi, juste pour revenir sur ton commençant en parlant de transport collectif, c'est populaire, les projets de transport collectif. Le transport collectif amène du développement économique dans des régions qui sont sous-développées. Dans l'Est de Montréal, c'est un excellent exemple. On peut être pour ou contre la REM de l'Est pour plein de raisons, mais n'en demeure pas moins que les projets de transport collectif facilite et améliore la qualité de vie des gens, la qualité de l'air, etc. Donc, oui, c'est populaire. Et pourtant, il y a moins de gens qui prennent le transport collectif maintenant qu'il y a 3 ans. Parce il faut qu'on continue d'entretenir notre transport collectif. On entretient nos routes. On ne se demande pas s'il faut aller boucher les nids de poules sur la 20. Bien, c'est la même chose avec nos projets de transport collectif. Puis,
quand puis c'est comme ça aussi dans les médias, c'est comme si la population n'est pas prête comme si on s'était mis dans la tête que ça allait nous enlever quelque chose, la transition, la lutte au changement climatique, comme ça on allait devoir faire des deuils, alors que je pense qu'il faut qu'on vende ça d'une façon différente, aux politiciens notamment. Il y a une opportunité de développement économique extraordinaire pour le Canada, des changements importants qui vont améliorer la qualité de vie des gens, qui vont juste nous empêcher de ne pas voir naître nos petits-enfants. Je pense qu'il y a une façon de vendre ça qui est très positive, puis malheureusement, pour beaucoup de gouvernements, c'est présenté comme si on faisait des sacrifices. Comme si ça allait être une catastrophe, ce qui était devant nous. Alors que si on ne fait rien, c'est là quelle est la catastrophe. Donc, moi, je pense qu'il y a moyen de vendre ça avec beaucoup plus de rêve. OK. C'est sûr et certain que quand on parle, à partir du moment où on parle de changer d'habitude, il va y avoir une forme de résistance à ça. Puis il y a certainement des gens qui sont capables de nous aider à comprendre comment aller chercher plus l'acceptabilité. Mais moi, je suis tout à fait d'accord de dire que ces projets-là sont populaires. Puis quand on les offre, on a juste à voir, par exemple, à Montréal, au niveau de la place qu'on a faite de plus au vélo. C'est certain, il y a eu de la résistance, mais c'est archi populaire, toutes ces initiatives-là. Donc, pourquoi est-ce que le transport en commun baissé d'achalandage? Bien, honnêtement, c'est à la pandémie. On a eu moins de trafic sur les routes. L'effet, quand on dit que le fait de rendre la circulation plus fluide, ça va faire en sorte que les gens prennent la place. Quand on en parle, quand on critique le troisième lien, mais c'est une belle démonstration. Mais c'est sûr et certain qu'il faut offrir les alternatives aux citoyens. Puis quand les alternatives deviennent intéressantes, bien, le switch va se faire beaucoup plus facilement. Si on passe notre temps à dire, bon, on ne fera pas de transport en commun parce que les gens ne veulent pas puis veulent rester avec l'automobile puis qu'on n'offre pas ces alternatives-là, bien oui, ils vont rester avec leur automobile, souvent parce que c'est plus compliqué, mais il faut vraiment, comme société, qu'on se dise, OK, la priorité doit être sur le transport en commun, le transport actif. C'est sûr que notre société est tellement à 100% à l'automobile qu'on va inévitablement, à un moment donné, enlever un peu de place à l'automobile. C'est inévitable, mais on n'a pas le choix, il faut le faire. Puis quand l'offre est là, moi, je pense que déjà, il y a énormément de popularité de ces solutions-là. Puis, il faut aussi en même temps essayer de voir, peut-être avec des gens au niveau de la psychologie, tout ça, comment on peut en même temps essayer d'aller rechercher, même chez les plus réticents, cette acceptabilité-là. Donc, il y a du travail à faire de ce côté-là aussi. OK. Normand? Moi, d'abord, je vais être en désaccord avec certaines choses qui ont été dites là. Les citoyens ne sont pas les premiers responsables. Les citoyens vont prendre les choix qui leur sont offerts. Les citoyens ne sont pas responsables de l'aménagement du territoire, ne sont pas responsables de l'accès ou non au transport en commun. C'est la planification. Donc, d'abord, quand on regarde à l'étranger, et ça, bon, je m'appuie sur les modélisations publiées, là, les perspectives énergétiques, on fait une modélisation canadienne des décarbonations. Aussi, à l'accélérateur de transition, on travaille beaucoup avec les gouvernements. Donc, quand on regarde à l'étranger, que ce soit la Suède, que ce soit l'Angleterre, l'Allemagne et autres, d'abord, ce n'est pas les citoyens qui sont descendus dans la rue, ils ont dit, on peut-tu avoir la transition énergétique? Okay. Ce sont les gouvernements qui ont pris leurs responsabilités, qui ont dit, dans un contexte où c'est un vrai enjeu national de santé, de sécurité, comme tu disais, Karim, on doit agir. Et on a mis en place des outils pour agir de manière dans la durée. Donc, encore une fois, ce que tu disais, on a agi, la Suède travaille sa transition énergétique depuis 1980. Okay. L'Allemagne depuis 90 à peu près, un petit peu avant, là, mais à peu près. L'Angleterre, sérieusement, depuis au moins 15 ans. Okay. Donc, on travaille dans la durée. Ensuite, quand on regarde les émissions au Québec, 26% des émissions de gaz à effet de serre, je sais que je ramène ça à l'émission de gaz à effet de serre, mais la transition énergétique, c'est ça. Okay? Et 26% sont directement dans les mains des citoyens pour le transport et le chauffage. Okay? Ouais. Ça veut dire que 75% des émissions ne sont pas dans le contrôle des citoyens directement. Même quand on parle de chauffage, c'est une partie dans le contrôle d'Hydro-Québec, des décisions qu'on fait. Dans le transport, c'est aussi quand on ne taxe pas les SUV puis qu'on laisse les publicités qui nous bombardent 7 fois à l'heure ou 10 fois à l'heure des SUV, ben, c'est bien. Il y a des bandits sur des pick-up dans le journal. Oui, je ne suis pas ça beaucoup, je veux dire. Mais donc, l'idée, c'est qu'il faut arrêter, je dirais d'abord de dire que les gouvernements ne peuvent pas, là, les gouvernements peuvent, mais ce n'est pas juste l'appareil politique.
Il y avait un rapport du commissaire au développement durable à l'environnement fédéral hier, là, qui est sorti, ou avant-hier, qui est sorti. Oui. 5 rapports. Donc, lisez le premier rapport, qui est fascinant, qui dit, en gros, le gouvernement, les élus ont dit, nous, on a besoin de mettre en place des programmes pour assurer une transition juste aux travailleurs de l'industrie du charbon. Puis, ce qu'on apprend, c'est que l'appareil n'a pas livré. Donc, l'appareil n'a pas fait sa job. Quand le ministre dit, moi, j'ai besoin de cette politique-là, bien, les fonctionnaires devraient décider puis dire, on doit livrer. Or, ça ne se fait pas. Les appareils sont incapables de livrer la marchandise. Donc, oui, il y a un problème politique, mais même quand le politique veut aligner quelque part, on a des appareils qui sont d'une rigidité, d'une incapacité à livrer, qui est remarquable. Je sais, là, on rentre profondément, mais ce sont des enjeux qui étaient soulignés rapport après rapport. On lit les rapports du vérificateur général au fédéral de 3 ans, c'est la même affaire. On a un problème où la structure de l'appareil n'est pas alignée sur la nature des transformations. Les transformations, là, quand on dit on ferme l'industrie du charbon, ça fait partie de Ressources naturelles Canada. Ressources naturelles Canada, ce n'est pas gérer les employés, ce n'est pas sa job. Là, Ressources naturelles a le mandat de mettre en place des programmes pour protéger puis reformer des gens. Ils n'ont jamais fait ça, ils ne savent pas faire ça. Donc, on a un problème qu'il faut réaligner les structures pour être capable de livrer ces transformations-là de l'ampleur qu'on exige. Et c'est un gros, gros problème au Canada. Le plan stratégique, quand on dit, par exemple, là, Benoît Charette devrait arriver aujourd'hui, je pense, avec un nouveau plan vert. Il ne livrera pas. Mais ce n'est pas au ministre d'être assis sur le coin de la table et de dire comment j'arrive à livrer 37,5 %. C'est à l'appareil de faire remonter les solutions, puis c'est au ministre et à son cabinet de dire, OK, je vais faire les arbitrages pour dire c'est possible ou c'est pas possible. Mais si les solutions ne sont pas sur la table, le ministre ne peut pas les inventer. Bien, Normand, écoute, tu as vu mon grand sourire pendant que tu parlais? C'est que moi qui ai été justement en politique, moi j'ai vu de la résistance de la part de la machine pour faire en sorte que les choses changent le moins possible, le moins rapidement possible. Et je me rappelle quand on avait lancé notre plan d'électrification des transports, et je vous raconte ça pour la petite anecdote rapidement, on avait écrit un document, puis comme la machine ne livrait pas à ce moment-là, j'étais allé chercher des gens de l'extérieur. Et là, c'était évidemment un crime de lèse-majesté que de faire affaire avec des gens de l'extérieur de la machine pour écrire un plan. On a rédigé le plan. Lorsqu'il est arrivé à 24 heures d'être adopté par le Conseil des ministres, moi, j'ai reçu le draft. Et puis, des pans très importants du plan qui avait été rédigé par notre équipe avaient été enlevés par les fonctionnaires. Fait que moi, il a fallu que je les ramène d'urgence dans un meeting spécial avec la première ministre et tous les ministres concernés. Et on a travaillé de 10 heures le soir à 2 heures le matin pour ramener dans le plan ce qui avait été enlevé par les fonctionnaires. Et lorsqu'on est arrivé avec le plan détaillé, quelques mois plus tard, on avait dit on va mettre sur pied un secrétariat pour coordonner toutes les actions d'électrification des transports. Et ce secrétariat-là avait été enlevé à la dernière minute. Quand j'avais posé la question à la personne qui m'avait remis le rapport, j'ai dit comment ça se fait que ça a été enlevé puisque ça avait été adopté par la première ministre et tous les ministres concernés. Puis la réponse fut la machine n'en veut pas. Vrai comme je suis là. Fait que, bref, quand tu parles de la machine gouvernementale, la machine bureaucratique, effectivement, si on a besoin des fonctionnaires, on a besoin des gens qui travaillent à temps plein dans ce domaine-là. Moi, à mon avis, je pense que d'avoir l'avis, d'avoir l'expertise et l'expérience de gens de l'extérieur, des gens comme vous, c'est extrêmement important pour un gouvernement. Parce que si on ne se fie qu'à la machine, c'est certain qu'on n'y arrivera pas. Je ne peux pas être plus d'accord que ça avec toi. Une fois qu'on a dit ça, quel rôle joue le développement scientifique et technologique dans la transition énergétique? Parce que ça, c'est une partie du rôle. J'aimerais vous entendre là-dessus. On pourrait commencer par vous, Mme Villeneuve. Oui, Levasseur. Levasseur. Je suis désolé. C'est correct. En fait, comme j'ai dit un peu tout à l'heure, la partie technologique est effectivement une partie de la solution qui est très importante, mais qui est partielle, donc évidemment. Donc, on parle d'électrification, il y a des secteurs où il faut vraiment voir comment est-ce qu'on peut les aider à s'électrifier. C'est pas encore nécessairement prêt partout, ça, c'est certain. Mais il faut vraiment aussi, je pense, travailler la partie, disons, on pourrait appeler peut-être plus de l'innovation sociale, où on va voir, évidemment, on l'a
nommé tantôt. Il faut que les alternatives soient là. Mais quand on parle de certains changements de comportement ou d'acceptabilité de nouvelles façons de faire, donc il faut aussi travailler cet aspect-là. Fait que moi, je le vois vraiment comme étant un tout. Donc, selon moi... Donc, au-delà des sciences pures. Oui, au-delà des sciences pures. En fait, moi, puis je le fais beaucoup aussi dans ma recherche, on essaie de travailler, entre autres, dans l'interdisciplinaire pour essayer justement, même à partir du moment où on commence à designer les solutions technologiques, comment est-ce qu'avec des gens qui plus des sciences sociales et humaines, ils voient comment est-ce que les différentes barrières qu'on pourrait rencontrer là, avec le développement et l'implantation des technologies dès l'amont du projet, comment est-ce qu'on peut les prévoir puis les éviter, puis rendre le projet déjà plus acceptable ou avec en faisant enlever les barrières économiques, réglementaires au fur et à mesure qu'on développe la technologie. Donc, ça que je pense que c'est une voie aussi à pousser plus loin. Okay. Sarah? Bien, c'est sûr que nous, dans le secteur de l'électrification des transports, il y a encore beaucoup de développement technologique à faire, là, c'est clair. Donc, pour répondre à la question, le rôle du développement technologique, c'est clé dans notre secteur. Par contre, je pense qu'il faut être très prudent quand on parle de ça parce que, encore une fois, la tentation du politique, c'est d'attendre qu'une technologie magique nous tombe dessus, puis en attendant, on ne fera rien parce qu'un jour, on va pouvoir capturer du carbone comme ça, puis le monde va retomber sous le sens. Donc, c'est ça, je pense qu'il faut être vraiment prudent. Il y a plusieurs technologies qui sont déjà existantes, qu'on peut déjà mettre en place, qu'on peut déjà implanter. Mais c'est sûr que en tout cas, nous, dans notre secteur, le développement de nouveaux véhicules, évidemment, l'augmentation de l'autonomie, de la capacité pour se rendre plus loin, pour transporter plus lourd, en utilisant moins d'énergie. Ça aussi, c'est un autre énorme dossier. Donc, il y a encore beaucoup de développement technologique à faire. Karine. Pour le développement technologique, très important que les gens travaillent tous ensemble. La recherche fondamentale, la recherche appliquée, l'innovation, la commercialisation et l'industrialisation. Tous ensemble. Je donne un exemple. On peut faire la bonne recherche. Parce qu'on est bon en recherche au Québec, mais en commercialisation, on n'est pas très fort. L'industrialisation, on a raté le virage il y a 20 ans, là, parce qu'on a laissé toute l'industrie partir en Chine, en Inde, etc. Aujourd'hui, je donne un exemple. On veut faire une usine de graphite ou de batterie. Toutes les machines, là, il faut les importer de Chine, de la Corée et du Japon. On veut faire la solidification du graphite naturel, il faut aller en Allemagne. On veut faire des cellules électrochimiques, on n'a pas le choix, là, des cellules d'acheter coréen ou japonais. C'est pas normal parce qu'on parle des technologies, soit dans l'hydrogène, la batterie, la majorité de ces technologies sont créées ici, au Québec. Et c'est pas normal qu'on dépend. L'autre point important aussi, qu'on oublie, la formation. Une usine, par exemple, de batterie, on parle l'exemple de Tesla, un Gigafactory, on parle à peu près de 4 000, 5 000 personnes. 50% de ces gens-là, c'est qu'on appelle ça, c'est des gens qui manipulent. On a besoin de techniciens, on a besoin de techniciens supérieurs. On va voir ces formations qui sont disparues complètement. Une usine a besoin, par exemple, de 100, 200 ingénieurs. On sait former les ingénieurs. Mais la formation aujourd'hui, on a un problème de main-d'œuvre énorme. Ouais. On veut ramener à fabriquer, par exemple, les électrolyseurs aujourd'hui pour l'hydrogène. On n'a pas cette industrie de fabriquer des hydrogènes. Et pourtant, les hydrogènes sont nés ici au Québec dans les années 70, dans les années 60. Donc, il faudrait réfléchir à tout cet écosystème entre l'éducation, l'industrialisation, les instituts de recherche et la formation. Normand. Cet aspect-là de développement industriel est vraiment pas dans mon domaine, mais pour moi, un des aspects que je pousse beaucoup depuis quelques années, c'est la modélisation, la capacité de comprendre la transformation des systèmes complexes. Donc, on pilote la création d'une organisation qui va structurer la modélisation énergétique au niveau canadien pour être capable d'appuyer justement les décideurs, parce qu'on a besoin d'évaluer des technologies. Quand je parle de modélisation, ça peut être de dire, par exemple, quelle va être la demande électrique? Comment on doit se préoccuper quand on va mettre les véhicules en ligne, quand on s'aperçoit que les batteries l'hiver demandent 2 fois plus d'énergie pour livrer la même distance que l'été, alors qu'on a d'autres demandes? Qu'est-ce qui se fait? Comment est-ce que ça peut affecter, par exemple, la recharge?
Si, plutôt que de se recharger à la maison, il faut aussi se recharger au centre-ville. Comment ça change? Donc, il faut être capable de suivre ces modélisations-là, comprendre les enjeux dans une industrie. Quand on arrive avec une électrification, une transformation énergétique, quels sont les enjeux dans l'industrie, dans une manufacture même, quels sont les enjeux à l'extérieur. Donc, il faut être capable de modéliser, comprendre ces enjeux-là à toutes sortes d'échelles. Échelle très locale, échelle d'une ville, échelle d'un réseau, échelle nationale, etc. Donc, ça, c'est des aspects pour lesquels on n'a presque pas d'outils au Canada, beaucoup moins d'outils à tout le moins qu'à l'étranger, parce qu'on n'a pas appuyé ce développement d'outils de quantitatifs d'analyse, à la fois dans le monde universitaire où on n'appuie pas le maintien de ces outils-là, on les développe et en fait, on regarde certains modèles TIMES qu'on utilise pour la modélisation technico-économique des systèmes énergétiques. Ça a été développé à Montréal dans les années 80-90, puis une scène après pour maintenir ces modèles-là. Fait que là, ils sont utilisés partout dans le monde. Au Canada, en gros, il y a une compagnie, une personne à peu près qui a maintenu ça, Esmia. Ils sont plus qu'une, mais ils sont quelques-uns, mais pas beaucoup, parce qu'on n'avait pas moyen dans l'université de maintenir ces affaires-là et qui sont essentielles pour comprendre les enjeux, pour comprendre quand je fais les investissements, qu'est-ce que je dois investir, dans quelle technologie je dois investir ailleurs. Donc, on a des trous immenses qui nous limitent dans notre capacité à faire les choix, à comprendre les intégrations, puis à avancer. Et à découpler, parce que quand on parle de plans stratégiques, c'est pas toujours d'être assis et dire on fait toute la société. C'est aussi des plans stratégiques sectoriels. Ça peut être très spécifique. On parlait de technologie particulière. Camionnage, par exemple. On a 0 étude au Québec et je collabore avec Joanne Whitmore, qui est à HEC Montréal, qui pousse depuis 3 ans pour qu'on fasse une étude sérieuse sur c'est quoi les meilleures façons de décarboner le transport lourd au Québec. Est-ce qu'on peut avoir une comparaison des différentes technologies? Parce que les investissements à faire vont être immenses. Il n'y a pas moyen d'aller chercher 300 000 $ pour dire, on va faire une étude pour dire comment on va investir les 15 milliards ou les 20 milliards de dollars au cours des 30 prochaines années pour faire ça. Il n'y a pas moyen de trouver les fonds pour faire les études essentielles qui sont faites partout ailleurs dans le monde, là. Quand on va en Angleterre, quand on va en Allemagne, quand on va en Californie, quand on va en Suède, quand on va en France, ces études-là sont faites. On sait où on s'en va. Là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Par exemple, le transport lourd, là, les études sont en train de se faire à New York, dans le nord-est américain. Comme nous, on n'a pas d'études, en gros, le choix des technologies, des transformations va se faire à l'extérieur et va nous être imposé. Parce que le transport lourd, ça traverse les frontières. Si nous, on n'est pas assis à la table pour discuter avec nos partenaires et dire, OK, quelle est la meilleure solution dans le nord-est, par exemple, américain, incluant le Québec, Ontario, bien, c'est pas nous autres qui allons décider. Puis à la fin, c'est pas nous autres qui prendrons les choix technologiques qui peuvent être plus intéressants pour nous. On va les subir. Et c'est comme ça qu'on agit dans beaucoup trop de domaines. En fait, je pense que... Ah, vas-y, Karine. C'est un bon exemple, les camions lourds. Ce n'est pas normal qu'au Québec, au Canada, qu'on n'a pas des pilotes. Un pilote qui fait, par exemple, Québec, Toronto ou Montréal, New York. On le voit partout à travers le monde. On en fait un avec l'accélérateur de transition, un pilote dans le camion hydrogène entre Calgary et Edmonton. On est en train, le camion est presque fini d'être construit. Et on va, ici à Montréal d'ailleurs, et on va le tester dans le cadre de nos travaux qu'on fait là, pour la décarbonation du transport lourd. Mais les solutions dans l'ouest du pays risquent d'être très différentes de celles optimales pour l'est du pays. Très intéressant. Ben écoute, pour mettre un peu d'emphase sur ce que tu viens de dire, moi, j'ai demandé à avoir les derniers chiffres sur le déplacement quotidien des Canadiens d'une province à l'autre. Puis les chiffres les plus récents qu'on a réussi à avoir datent de 2009. On n'a pas de données sur le transport au Canada. Non, c'est vraiment incroyable. Pas de données en général. En général, oui. Fait que oui, il y a beaucoup de travail à faire. Moi, je peux vous dire que dans les discussions que j'ai avec Transport Canada, Ressources naturelles Canada, Environnement et Changement climatique Canada, ça fait partie des choses qu'on dit qu'il faut absolument financer. Ça n'a pas de bon sens parce qu'on avance à l'aveugle. On va dire ça de même. Une fois qu'on a dit ça, par contre, il y a des gens qui pourraient vouloir, je vais faire l'avocat du diable, il y a des gens qui pourraient dire, bien écoutez, oui, la technologie, oui, la science, mais est-ce qu'on ne vise pas peut-être trop un peu les solutions technologiques ou scientifiques pour régler nos problèmes de transition énergétique? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Madame Levasseur. Bien,
Parfois, oui, mais c'est sûr que c'est quand même une partie importante de l'équation. Mais tantôt, quelqu'un l'a donné l'exemple où on se dit, la séquestration puis le stockage du carbone va tout nous régler. On va trop facilement vers l'espoir de la solution technologique qui va tout régler, là. Donc, ça, je pense que clairement, on a ce réflexe-là. Je pense qu'il faut trouver l'équilibre, là. Donc, c'est clair qu'il va y avoir un paquet d'innovations technologiques qui vont arriver et dont on va avoir besoin. Ça, c'est indéniable, mais il faut faire attention à la solution magique et pas oublier toute la partie non plus qui va venir de nos changements de justement l'aménagement du territoire. Là, on ne parle pas de grande technologie là, quand on pense à faire autrement l'aménagement de nos milieux de vie ou d'aller plus vers le transport actif, hein, le vélo. On n'est pas dans la grande technologie non plus, mais de rendre possible ça, c'est aussi très, très important, là. Sarah? Bien, c'est ça, je l'ai dit tantôt. Je pense qu'il y a encore beaucoup de développement technologique à faire, mais qu'il ne faut pas attendre de mettre en place certaines initiatives. Je pense que dans la transition énergétique per se, là, les technologies sont beaucoup plus matures, beaucoup moins chères. Il y a vraiment moyen là, de travailler dès maintenant vers la transition vers la production d'énergie plus verte. Je veux dire, il y a plein de choses disponibles déjà qu'on peut déjà faire. Il ne faut vraiment pas se cacher derrière le Saint Graal du développement technologique pour commencer à travailler. Là. On a du travail, on a de l'ouvrage devant nous. Là, ça n'a pas de bon sens. On ne faut vraiment pas prendre pas prendre une minute de retard avec cet argument-là. Là. D'ailleurs, moi, cette semaine, alors que je participais à une commission parlementaire fédérale, il y a beaucoup de gens qui faisaient la promotion d'une augmentation exponentielle d'ouverture de nouvelles centrales nucléaires et de mini-centrales. Puis, moi, j'ai levé la main, j'ai dit, peut-être qu'avant de commencer à dire plus de production, il faudrait peut-être avoir une meilleure production, c'est-à-dire économie d'énergie, efficacité énergétique. On n'en parle pas beaucoup de ça. Normand, tu as un avis là-dessus? Oui, l'efficacité énergétique, ce n'est pas la solution. Donc, moi, je pense qu'on se leurre quand on met l'accent d'abord sur l'efficacité énergétique. Et les économies d'énergie aussi. Et les économies d'énergie, étant donné l'ampleur de la transformation. On doit aller à zéro émission. Zéro émission ne passe pas en remplaçant ma fournaise au gaz qui est à 80 d'efficacité par une qui est à 95 Ça ne livre pas la marchandise. Ce qu'il faut faire, c'est électrifier. Puis, évidemment, d'abord, l'électrification, c'est déjà une source de productivité énergétique qui n'est pas efficacité énergétique immense. Quand j'électrifie mon auto, là, je gagne un facteur 3 à 4 en termes de productivité énergétique. Oui, okay? Sauf que quand tu t'achètes un Hummer électrique, oui, non, c'est pas fini. Là. Ça, c'est pas fini. Mais ce que je dis, c'est passons à l'électricité. Ben après ça, assurons-nous qu'on l'utilise de manière intelligente. Mais si on pense que la priorité, c'est d'abord de faire l'efficacité énergétique, on se leurre. Ça ne nous amène pas à nos objectifs. On doit le faire en parallèle. Je ne suis pas contre l'efficacité énergétique, mais la première chose, c'est zéro émission. Puis tant qu'à faire ces investissements-là, allons-y. En plus, c'est pire. Si je fais de l'efficacité énergétique dans le secteur de la combustible fossile, je réduis mes coûts des combustibles fossiles et j'augmente la barrière pour la décarbonation. Donc, en fait, c'est même pire de subventionner aujourd'hui l'efficacité énergétique dans le maintien de l'énergie fossile. C'est une augmentation des barrières et un piège qui nous éloigne de nos objectifs climatiques. Okay. Et ça, pour moi, le problème de l'efficacité énergétique, c'est qu'on pense encore comme on pensait il y a 30 ans, où l'enjeu n'était pas le même, puis on est piégé dans cette pensée-là qui est un cul-de-sac si on en met en premier. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais ça doit aller en accompagnement au vrai objectif qui est décarboné. OK. Bien, je vais être un petit peu en désaccord avec toi. J'espère. Parce que je veux t'amener vers un lien vers un article que M. Charriette m'a amené où on parle d'efficacité énergétique et d'hydrogène. J'aimerais t'entendre là-dessus, Karim. Écoutez, moi, je reviens sur un petit point sur la technologie tout à l'heure en parlant des verrous. Après, je reviens sur l'éducation. Moi, je suis normand sur l'éducation des procédés. Sur la technologie, des fois, on oublie. La technologie d'innovation dans la transition énergétique, dans les prochaines années, elle va jouer un grand rôle. Je donne un exemple. En particulier, l'éducation au niveau des voitures électriques. La technologie d'innovation, elle va ramener le prix des batteries inférieur à $100 le kilowattheure. À ce prix-là, on va voir que les voitures électriques vont être pratiquement égales à la voiture à essence. C'est là qu'on va voir la pénétration de la voiture électrique. Une fois qu'on a 1 million de voitures électriques, imaginons à 100 kWh,
chaque pack. On a quand même une production et parce que je produis et je décharge. J'ai à peu près 0,1 TWh. C'est beaucoup d'énergie par rapport à ça. Si je reviens par rapport à votre débat, l'électrification, moi j'aime beaucoup l'électrification des procédés industriels, l'électrification dans les bâtiments, dans l'industrie. Je pense que ça, les gouvernements, ils devraient vraiment mettre un paquet pour accélérer l'électrification, la transition énergétique. Elle peut être avec les batteries, elle peut être avec le stockage, avec l'hydrogène, elle peut être avec le solaire, elle peut être avec l'hydro, mais avec des énergies renouvelables. Donc, moi, je suis pour l'électrification, bien sûr, du solo au camionnage jusqu'à au procédé. Et des fois, on oublie les procédés qui, quand même, c'est des grands de l'énergivore là par rapport à tout ça. Donc, moi, c'est ça un peu ma vision sur cette électrification de la société et en particulier de l'industrie. Et ça veut dire augmenter dès à présent la production d'électricité. D'abord, là, on sait qu'on en aura besoin de beaucoup. Fait augmentons la production. On peut toujours faire l'efficacité à mesure et tout, mais augmentons la production parce que là, présentement au Canada, là, le frein à l'électrification et à la décarbonation, c'est le fait qu'il n'y a pas une foutue société de production d'électricité au Canada, là, que ce soit Hydro-Québec ou les autres, qui est alignée avec nos objectifs climatiques. Il n'y en a pas une, OK? Et Hydro-Québec, pire que ça, Hydro-Québec nous dit, moi, je veux tellement rien faire que je vais sous-traiter la pointe à Gaz Métro, à Énergir, et garder le gaz naturel parce que je ne veux pas faire ma job de transformation du réseau, d'augmentation de la production pour être capable de répondre aux besoins d'électrification des procédés, de la manufacture, du chauffage des bâtiments commerciaux et institutionnels. Donc, il faut augmenter, on passera par ce qu'il faut, et après ça, on augmente, on réévalue combien on en a besoin, est-ce qu'on peut faire l'efficacité, mais d'abord, mettons en place ce qu'il faut pour avancer sur nos objectifs de transformation. OK, fait que ma question que je posais sur l'hydrogène, ou avec la même quantité d'énergie pour faire avancer un véhicule électrique, pour faire avancer un véhicule à hydrogène, peut faire avancer 3 véhicules électriques. Là, on parle d'efficacité énergétique. Je veux dire, est-ce que ce débat-là ou cette discussion-là sur l'hydrogène mérite d'avoir lieu, Mme Levasseur? Oui, bien, c'est évidemment super important parce que, comme je le disais tout à l'heure, il faut absolument regarder d'une façon systémique. Donc, oui, il va falloir produire plus d'électricité. Il ne faut pas oublier que peu importe le mode de production, ça va être l'éolien, ça va être l'hydro, ça a des impacts. Donc, il ne faut pas se leurrer, même si c'est très bas carbone. Et il n'y a pas juste nous qu'on doit passer par l'électrification aux renouvelables. Le nord-est américain aussi, puis on se targue souvent d'être la batterie de l'Amérique du Nord, du nord-est de l'Amérique du Nord avec raison. Mais si on veut être en mesure de faire ça, bien, il faut aussi, en même temps, puis je comprends les réticences à ne pas se cacher sous l'efficacité énergétique pour rester dans le fossile, mais elle est absolument essentielle en parallèle, l'efficacité énergétique, pour qu'on ait le maximum d'électricité disponible pour essayer de décarboner le maximum possible, puis sans non plus se mettre à construire 150 barrages au Québec, parce qu'on sait que ça a quand même des impacts écologiques autres. Donc non plus, il faut quand même reconnaître qu'il y a une limite aussi là, à la production. Donc, faire plus avec moins est vraiment extrêmement important aussi. Là. L'hydrogène, c'est un bel exemple. Il y a des sources où elle va pouvoir être super utile parce qu'on n'arrive pas avec l'électrification directe. Oui. Mais généralement, l'électrification directe, quand c'est possible, ben c'est beaucoup plus efficace. Là, c'est à ce moment-là qu'il faut mettre directement de l'électricité. Oui, d'ailleurs, si on regarde les chiffres, le Canada est le pays du G20 qui consomme le plus d'énergie par capita. C'est le Canada qui est numéro 1 au niveau des émissions de gaz à effet de serre par capita de tous les pays de la planète. C'est le Canada qui est numéro 1. On n'est pas numéro 1 par capita de tous les pays de la planète. On est du G20, là, mais si on va au Qatar, si on va en Arabie Saoudite, ça dépasse. Okay? Donc, on n'est pas le premier au niveau mondial. On est dans le haut, c'est clair. Mais en tout cas, j'ai regardé les chiffres la semaine passée et j'étais là. Fait que, si tu veux, on pourrait vérifier ça ensemble, Normand. Puis, le Canada, selon une étude de l'Agence internationale de l'énergie, et le pays du monde où la flotte de véhicules légers est celle qui consomme le plus de gaz, consomme le plus de carburant et émet le plus de gaz à effet de serre par kilomètre. C'est certain qu'il y a beaucoup de place d'amélioration. Là. Puis la mode des gros pick-up et des VUS, on le sait, c'est très, très abondant, très populaire. Moi, ça va m'amener à cette question-là. C'est-à-dire que et souvent des gens qui critiquent, que ce soit moi ou les gens qui travaillent dans l'électrification des transports, le fait de dire
on veut accélérer le nombre de véhicules électriques sur les routes du Québec. Là, on dit oui, mais c'est une fausse bonne solution. Je suis certain que vous l'avez entendu, qui dit, ben là, l'idée que tout le monde se promène en voiture électrique, c'est une mauvaise idée. Il faut privilégier le transport collectif, faut privilégier le transport actif, le covoiturage, l'autopartage. Moi, je la connais, ma réponse, là, mais j'aimerais entendre la vôtre là-dessus. Parce que je sais que vous l'avez certainement entendu dans les médias, que de dire que les véhicules électriques, c'est une fausse bonne solution. Sarah? Oui, j'ai le goût de la prendre, celle-là, parce que moi, on m'en parle constamment de ça. Moi, je représente des manufacturiers de véhicules électriques de tous les genres, sauf des autos, parce qu'on n'en fait pas au Québec. Donc, moi, je suis assez d'accord avec ça, qu'on devrait privilégier. Nous, chez Propulsion Québec, on soutient la méthode de réduire, transférer, améliorer. On est vraiment aligné là-dessus. Donc, on fait des autobus de transit électrique ici au Québec, des camions, des vélos électriques, plein de micro-mobilité. Bon. Donc, on est vraiment aligné sur cette vision-là qu'on devrait d'abord et avant tout privilégier le transport actif et le transport collectif, sauf qu'il va quand même demeurer, et le transport partagé également, je l'ajoute à ça, pour réduire éventuellement le parc automobile, mais ce qui restera, effectivement, devrait être électrique. Là, ça m'apparaît assez évident d'un point de vue de balance commerciale. Moi, c'est sûr que je regarde toujours ça avec cette lunette-là, d'un point de vue de balance commerciale pour le Québec. Donc, voilà, c'est une question de priorisation et non de choisir l'un ou l'autre. C'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Il faut quand même les hiérarchiser. Ouais, je suis d'accord avec cette affirmation. Karim? Moi, je vais parler sur deux points de vue. Là. Un, je suis malade parce que moi, j'ai des allergies, j'ai l'asthme. Et deuxième point, là, je suis un rêveur. Donc, les voitures électriques, là, parce que lorsqu'on n'a pas l'asthme, etc., on ne comprend pas ce qui se passe dans la pollution. Donc, aller prendre dans un camion diesel ou dans un autobus qui n'est pas électrique, là, on souffre beaucoup. Il faudrait la ventoline soit toujours avec nous autres. Donc, comme on a vu, les gens qui ne comprennent pas que la voiture électrique, là, elle est très importante. Bien sûr, aujourd'hui, en Amérique du Nord, c'est notre liberté aussi. Regardez, moi, j'habite à Longueuil, mais je ne suis pas desservi par les autobus. Je suis obligé de prendre, mais j'ai une voiture électrique tout le temps. Là. Donc, l'émission, pour moi, c'est important. L'autre point que je pense d'être un rêveur, là, il faut voir aussi, on parle de la technologie, de l'innovation. On va voir les voitures autonomes aussi, l'accélération de la pénétration des voitures autonomes, ça va se faire dans les prochaines 5 ans à 10 ans. Et aussi, toutes les voitures électriques, aussi, là, le design, on voit le design avec le Tesla, il va y avoir aussi beaucoup de voitures solo. Au lieu de, aujourd'hui, moi, j'ai une auto, là, j'ai 5 places, là, mais je suis toujours à 99% tout seul. Donc, on va voir ici une révolution technologique sur les voitures, surtout avec l'intelligence artificielle. Il va y avoir des automobiles avec... au lieu d'être sur une ligne, une seule auto, ça va être 3, ça va être l'intelligence. Donc, moi, je vois que le trafic, entre 10 ans et 15 ans, là, ça va disparaître à cause de... Vraiment? À mon avis, oui. Si on voit la technologie, moi, je vois ça. C'est l'intelligence artificielle, on le voit aujourd'hui. Montréal, c'est une des capitales. On voit que de plus en plus, on travaille de la maison, de plus en plus, on n'a pas besoin de l'auto. Donc, peut-être il y a beaucoup de métiers, là, comme je vois que ça va disparaître, là, le métier pour quelqu'un qui va... moi, je vois un peu mes enfants, ils n'ont même pas le permis de conduire, hein, les jeunes. Là. Oui. Est-ce qu'on a vraiment besoin de permis de conduire? Est-ce qu'on a besoin d'un... Je rentre sur un autre débat, mais moi, je vois que la technologie, la science, elle va changer tous ces systèmes de l'électrification. Et je pense que soit la voiture, soit le vélo, soit l'autobus, ils vont coexister. Et à cause de... Je ne suis pas spécialiste dans l'intelligence artificielle, mais je crois beaucoup. OK. Normand? D'abord, moi, je suis d'un pragmatisme mortel et plate. Alors, moi, je veux bien qu'on parle d'autopartage, là, mais une fois que tu as fait 5% du plein d'autopartage, les autres personnes ne veulent pas partager le reste. Donc, il y a un enjeu de dire quel est... Le covoiturage, vous voulez dire. Le covoiturage, pardon. Oui, le autopartage, c'est ce que je voulais dire. Je fais la différence, mais je me suis mélangé. Mais c'est covoiturage. D'accord. Il y a un enjeu de dire... Pour moi, on doit faire une transformation d'une ampleur immense sur un temps extrêmement court. Les objectifs de 2030, le 2030, c'est dans 8 ans, même pas 8 ans encore. Okay.
2050, c'est dans 28 ans. Si on veut, on va changer les habitudes de tout le monde. On va refaire la structure des villes. On va refaire les bâtiments en 30 ans. C'est impossible. Donc, il faut accepter que ce n'est pas idéal d'avoir des voitures électriques partout. Il va falloir réduire le nombre de voitures. On espère que la voiture autonome va faire quelque chose. Mais en attendant, il faut juste accepter, dire quelle est la solution qui va nous permettre d'avancer le plus rapidement puis de se transformer en profondeur le plus rapidement. Et la voiture individuelle électrique, c'est une solution qu'il faut parce que l'alternative est pire. Donc, c'est juste ça. C'est pas qu'il faut le faire absolument, c'est pas l'idéal, mais l'aménagement du territoire qui était dans le rapport du GIEC comme une des solutions, moi, je veux bien, là, mais l'aménagement du territoire ne nous amène pas à nos cibles de 2050. Okay? À moins qu'on rase les villas, les banlieues qu'on a construites, qu'on se construit quelque chose d'autre, là, on n'est pas rendu. Donc, c'est malheureusement, c'est pas l'idéal. Là. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'on sait qu'on choisit le mauvais aménagement du territoire. Donc, c'est pas, on le sait pas, là, mais on continue. Là. En pandémie, là, qu'est-ce qu'on a fait? Zéro. Premier jour de la pandémie, quand on a envoyé tout le monde dans les campagnes, on aurait dû dire, voici les règles d'aménagement, puis il ne se construit rien qui ne sera pas pertinent avec du transport en commun. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Non, on ne fait rien sur tout, OK? On n'est pas pour dire aux gens de ne pas s'installer à l'autre bout du monde, à 15 km des services, de dire ça n'a pas d'allure ou on va te faire payer la route, comme du monde. Donc là, évidemment, qu'est-ce qu'on se retrouve depuis? On continue d'empirer la situation jour après jour au Québec puis au Canada. Donc, on n'est pas, on peut bien, moi, je veux bien rêver puis dire on va favoriser le transport en commun puis le transport autonome puis en vélo. On a reconstruit à peu près aucune piste cyclable dans les régions, dans les villages qui relient les gens. On a une politique de mobilité durable là, qu'on a adoptée il y a 5 ans qui dort sur une tablette. Surtout, on ne fera rien parce qu'on n'est pas, on est contre les pistes cyclables quand on parle aux gens du transport en commun. Ça emmerde parce que tasser un peu. Et pourtant, on assiste à des ventes records de vélos et de vélos électriques. Oui, mais où est-ce qu'ils sont? Ils sont en ville. Qu'est-ce qu'on déplace? Ah non, ça, c'est pas vrai, Ça, c'est pas vrai. Oui, moi qui demeure en campagne. Pas pour l'utilisation pour aller travailler. Ah, c'est la fin de semaine, on va s'amuser. De plus en plus. Ça, viens faire un tour en campagne. Tu vas voir que ça a beaucoup changé. Les pistes cyclables, c'est beaucoup plus sûr de se descendre. Moi, dans mon rang, là, les gens descendent à 100 km/h dans un rang, pas d'accotement. Là. Ah, ça c'est un autre sujet. Non, mais c'est ça la vie. Mais il y a beaucoup de gens à vélo, si on n'a pas de pistes cyclables, on n'est pas capable de faciliter. Donc, on ne le fait pas, ces investissements-là. Donc, on peut rêver et penser qu'en 8 ans, on aura des pistes cyclables à travers le Québec. Tout le monde pourra prendre son vélo électrique pour aller travailler. Mais ce n'est pas ça, la réalité. Donc, oui, il faut investir là-dedans. Puis, entre-temps, il faut faire les transformations qu'il faut, c'est-à-dire, il faut électrifier le chauffage, puis interdire, et ça, on peut demain matin, interdire les combustibles fossiles dans les bâtiments. Là. On a toutes les technologies, on a tout ça. Il faut avoir un vrai plan d'électrification des procédés industriels. Un plan où on va soutenir les thermopompes industrielles, les mettre en place, les développer, mettre en place la réglementation. Karim parlait des voitures autonomes puis des voitures... Il y a plein de nouveaux véhicules électriques. J'étais à une foire il y a 2 ans, c'est Mobilité, là, ici. Plein de véhicules développés par des Québécois. On n'a pas le droit de les mettre sur la route au Québec parce que la réglementation fait que si tu n'as pas de pédale, tu ne peux pas aller sur la piste cyclable. Si tu vas si tu es électrifié, tu ne peux pas aller sur le trottoir, tu n'as pas le droit d'être dans la route. On tue complètement la capacité d'innover et de transformer le transport. Puis après ça, on se dit pourquoi on ne le transforme pas. Et ça, ces réglementations dont parlait Annie, OK? Les barrières, là, essayez d'avoir des voitures autonomes. Vous achetez une voiture, vous dites, moi, je veux la prêter ou la louer à mes voisins. Trouvez un assureur qui va vous protéger, qui va vous charger quelque chose de décent pour être capable de réduire le nombre d'autos sur les routes. Il n'y en a pas. On a besoin de réglementation, on a besoin de bouger là-dessus. Il n'y a rien qui se fait. Donc, on a besoin de ces visions-là intégrées. Et quand on parle de systémique, ce n'est pas toujours une fois tout le système. Si moi, je veux débloquer ce secteur-là de transformation du transport individuel, où sont les blocages? Où sont les façons d'avancer? Et ça, on est incapable de le faire. Il y a des initiatives intéressantes qui se font présentement dans des groupes de citoyens, entre autres dans la région de Rosemont, où est-ce que les gens se passent des voitures, ils font de l'autopartage en petits groupes. Et je pense que ça fait partie des solutions. À l'Institut de cardiologie, c'est ça que tu parles? Non, je ne parle pas de ça. C'est pas de ça. Non, je parle d'autopartage. Je ne parle pas de covoiturage. Okay. Parce qu'il y a aussi le projet de Netlif avec l'Institut de cardiologie. Oui, effectivement. En fait, c'est une solution ils ont essayé le covoiturage, mais ça fonctionnait moyen, mais avec un employeur, un même employeur, là, ça fonctionne beaucoup mieux. Je pense que c'est de ça que tu parles. Non, c'est vraiment de l'autopartage.
Puis vous l'avez dit, c'est des initiatives citoyennes, puis c'est génial, puis il faut vraiment les appuyer puis les aider. Mais si on veut que ça accélère, il faudrait des fois qu'il y ait certaines de ces initiatives-là qui soient facilitées par faire du top-down un peu. Puis il faut absolument encourager les initiatives citoyennes. Mais si on veut que ça accélère, les grandes barrières, il faut absolument les trouver puis j'allais dire les adresser en très mauvais français. Donc, il faut absolument faire quelque chose pour que ces barrières réglementaires-là qui sont pas si complexe. Là, généralement, on n'est pas dans le rocket science quand on veut essayer de passer ça, mais c'est vraiment super important parce que c'est effectivement l'aménagement, tout ça, c'est des choses à très long terme. Puis il faut, s'il vous plaît, commencer aujourd'hui parce que là, justement, c'est du long terme. Si on attend un autre 50 ans avant de repenser comment on design nos aménagements, on n'est pas rendu. Mais c'est toutes des choses qui ont des différents, il y en a des très court terme, des plus long terme. Il faut commencer un petit peu tout aujourd'hui. Puis c'est clair que les véhicules électriques vont en faire partie. Ça, c'est clair. Mais une chose, oui, vas-y, Sarah. Daniel, juste, nous, chez Propulsion Québec, on les a vécus, là, tous ces problèmes-là, de devoir mettre un véhicule autonome sur la route, d'avoir des meetings de très longue haleine avec la SAQ, avec l'MTQ, de trouver un assureur, avec l'AMF. Il n'y a pas de formulaire pour ça. Je les ai vraiment vécus de première main, cette situation-là. Honnêtement, elles sont connues. Les barrières réglementaires, elles sont connues par ces différents organismes-là. Donc, c'est quand même une première étape. C'est beaucoup des enjeux de sécurité qui sont nommés pour expliquer, le rocket science, c'est que... Ou est-ce que c'est des enjeux de sécurité pour expliquer ou c'est des enjeux de sécurité comme excuse pour ne pas avancer? De leur point de vue, eux, ils se voient comme un gardien de la sécurité. OK, eux, c'est ça leur mindset. Parce que là, tu parles de la SAQ. Là. Je parle de la SAQ, effectivement. Qui, eux autres, se voient même peut-être encore plus comme un assureur. Aussi, mais je parle avec le MTQ aussi. Là, okay. Il y avait beaucoup de ça. Fait ils les connaissent, puis c'est un processus. Il faut qu'ils le testent une première fois, ils se rendent compte que finalement, il n'y a pas eu d'accident. Puis je pense que ce qui manque tellement, là, ça, je le vois vraiment beaucoup, ce qui manque tellement, c'est cette posture de co-création. Bon, ça, c'est un enjeu qui s'en vient au Québec. On va tous s'asseoir autour de la table, puis on va trouver les meilleures façons ensemble. Pas, je te présente un projet, tu l'analyses pendant 3 mois, tu me reviens avec des points que si j'ai rempli pas, le projet n'a pas lieu. Il manque tellement cette posture-là de trouver des solutions ensemble, puis de se mettre en mode solution. Là. Donc, c'est comme, ça rajoute des délais, ça rajoute de la complexité, ça rajoute des coûts. Il y a plein de monde qui se décourage. Fait que là, les projets, ça ne peut pas avoir lieu parce que c'est une peur du risque, ça, mais ça ne touche pas. On a une peur du risque, une peur d'innover. Absolument. Puis, par exemple, l'exemple des chiens dans le métro, là, OK? Donc, on en a partout ailleurs dans le monde. Okay. Là, la STM dit, on va tester dans le métro, dans l'autobus pour voir si, à Montréal, les chiens sont différents qu'à Toronto, à Barcelone puis à Paris, OK? C'est ça, là, la réalité. Dans plein d'autres domaines, ça se fait ailleurs. Oh, mais on ne sait pas, il faut réinventer la roue ici parce que c'est... Mais normalement, le pire, c'est que les autres Canadiens, parce que moi, je travaille à travers le Canada, la plupart des autres Canadiens nous voient comme très avant-gardistes en plus. Tu sais pas dans quoi, là? Regarde, par exemple, en électrification des transports, 45 pour le véhicule électrique, je suis d'accord. On a une législation, on a un mandat de... Exactement. C'est ça, mais ça vient du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Tantôt, je vous entendais parler de la machine. Moi, mon expérience pour travailler avec les différents ministères, la machine à environnement et lutte au changement climatique, franchement, là, elle est très bien. Elle travaille bien, ils ont des, toutes choses étant égales par ailleurs. Là, et pourtant, il n'y a pas de moyens. Parce que moi, quand j'étais ministre, c'était 0,2 % du budget du Québec. Mais en tout cas, je sais peut-être que ça a changé, parce que ce que je rencontre, puis même Environnement Canada, je trouve aussi qu'il y a beaucoup de capacités. Je ne sais pas si peut-être que l'enjeu est tellement important que ça a attiré une belle qualité de professionnels. Karim? Je pense que c'est illogique lorsqu'on parle de sécurité. On laisse une moto dans les routes, dans les autoroutes, et il y a un entrepreneur qui veut innover avec une voiture solo électrique. On ne lui donne pas les permis. Là.
moi, c'est illogique. J'ai la misère à comprendre. Oui, OK. Dans le fond, toi, dans le fond, ce que tu dis, c'est que garant de l'innovation. Une moto, c'est plus dangereux, dans le fond, qu'un véhicule autonome. C'est ce que tu dis. Oui, OK. Ouais, je comprends. Écoutez, en terminant, parce que là, écoutez, mine de rien, là, ça fait 1 heure qu'on parle, n'est-ce pas? Super intéressant, hein? Vraiment, là, vous êtes fascinant. En terminant, on a parlé, avant d'entrer dans cette salle-ci, d'une approche systémique ou une grande approche industrielle. Puis Sarah, je sais que c'est quelque chose qui tient particulièrement à cœur. J'aimerais ça que tu nous parles là, de cette vision-là que tu trouves qui manque au Québec et même au Canada. Bien, on en a parlé plus tôt, c'est une vision systémique qui inclut la transformation de la main-d'œuvre, la transformation de la production d'énergie, la transformation des capacités, des modes de production industrielle, mais aussi de nos secteurs industriels. Certains vont décroître, donc certains devraient croître pour vendre le rêve, comme on parlait un petit peu. Parce qu'on manque de main-d'œuvre présentement, comme Karim le disait. Donc, je pense que c'est le temps du retour des grandes politiques industrielles qui vont venir donner une direction à l'ensemble des ministères. On en parlait tantôt, Ressources naturelles Canada veut faire quelque chose, mais dans le fond, ça devrait être plutôt emploi qui devrait mettre ça. Tous les ministères doivent s'arrimer vers des objectifs communs. Ça prend une politique industrielle. Donc, arrêter de travailler en silo, c'est ça que tu dis. Arrêter de faire des moves à la pièce. Ouais. C'est ça. Là. Comme je disais tantôt, on a tellement d'ouvrages devant nous qu'il faut qu'on se fasse un plan de match où tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Pas juste, tout le monde avance un petit peu, tout le monde navigue à vue. Donc, ça prend. Puis ça, c'est important qu'on l'assoie sur des politiques industrielles qui vont nous amener du développement économique, parce que ça, je suis convaincue de ça. Je pense que ça peut contribuer au rêve de nous donner un objectif commun qui va venir s'ajouter à celui de régler l'urgence climatique. Mais en plus, si on peut devenir un pays leader dans notre croissance économique par le développement de nouveaux secteurs industriels, il va falloir installer plein de nouveaux systèmes de chauffage, il va falloir produire plein de nouvelles. Il y a beaucoup d'industries qui pourraient bénéficier de ça. Puis il va falloir transférer les travailleurs de l'industrie des hydrocarbures ont besoin de réponses. Là. Ces gens-là, ils veulent savoir qu'est-ce qui va leur arriver si on diminue la production pétrolière et gazière dans les prochaines années. Ces gens-là, on les comprend, là, tout le monde veut mettre du pain sur la table pour ses enfants. Exactement. Oui. Est-ce qu'ils les envoient, leurs enfants, étudier dans des programmes pétroliers, gaziers, pétrochimiques? Ben, ils veulent des réponses, puis il faut leur en donner. Puis pour leur en donner, il faut se faire un plan. Voilà. Oui, puis moi, j'ajouterais à ça que je pense que c'est important qu'il faut arrêter d'avoir peur de l'impact négatif économique sur une seule filière en se disant on ne peut pas, ça va faire perdre des emplois. Non, la transition, on doit la faire, mais il faut absolument les programmes et tout ça pour aider le secteur à justement reformer les gens puis à les transférer vers un autre secteur, parce qu'économiquement parlant, ça va être positif, mais c'est sûr que si on le regarde sur un seul secteur puis qu'on empêche de bouger à cause de ça, on ne fera jamais rien. Puis en 2200, on va être encore comme en 2022. Là. Karim? Moi, j'aime beaucoup focuser au niveau de l'industrialisation, en particulier sur qu'est-ce qu'on a ici au Québec. J'appelle ça l'économie circulaire verte. Parce qu'on a les minéraux critiques, on a les mines. Il faudrait penser à la transformation. Transformation ici, le plus grand en Chine. Ici, là, pas comme en Afrique ou ailleurs. Là. Donc, transformation ici, bien sûr, avec des procédés électriques, des transformations, création d'emplois, de la richesse. Et à partir de ça, on arrive, par exemple, dans le cas des batteries, on arrive vers les précurseurs, les cathodes. On a des lions ici, on a des païgas. Donc, au moins, ces gens-là, ils sont là pour hésiter. Et autre chose aussi, on n'oublie pas, le plus important dans notre industrialisation, c'est le recyclage ou la mine urbaine, parce que plus tard, il faut vraiment penser à une balance entre la mine naturelle et la mine urbaine. Et ça, c'est... Plus tard, il faudrait aussi une industrialisation, même des lois, là, de voir que dans la transition énergétique ou dans nos voitures électriques ou dans nos batteries, il y aura au moins 50% des matériaux qui sont recyclés plus tard. Et ça, tout ça, ça ramène, bien sûr, comme j'ai parlé tout à l'heure, de la formation, des emplois, de l'industrialisation, mais il faudrait que le gouvernement vienne accélérer cette économie circulaire verte.
non seulement nous, on est un peu universitaire, je pense que ce n'est pas le problème au niveau des universités, c'est, comme je disais tout à l'heure, au niveau de l'industrialisation, au niveau même au niveau des mines ou tout ça, ça manque ce volet-là. Des programmes professionnels, des programmes cégep, des programmes universitaires, oui, absolument. Voilà. Normand? En effet, le Québec ici est mieux qu'en termes de développement industriel, en termes de cibler des secteurs et des appuis. Il fait mieux ça qu'au niveau fédéral, où le fédéral hésite beaucoup à choisir les gagnants d'une certaine façon. Et donc, il disperse l'argent un peu partout. Et avec, finalement, il saupoudre avec très peu de levier. Il faut comprendre que quand on est dans un système de transition, les gagnants de demain, ce n'est pas ceux d'aujourd'hui. Donc, quand on saupoudre comme ça, ceux d'aujourd'hui vont ramasser les premiers parce qu'ils sont plus vite, ils ont plus d'outils et tout. Et cet argent-là va servir à bloquer plus les transformations qu'à aller de l'avant. Juste un exemple qui sortait aujourd'hui dans les médias, là, sous la plume de M. Charlebois, qu'on voit partout sur l'alimentation. Les produits à base de protéines végétales sont plus chers. Les simili-viandes de poulet végétaux sont plus chers que le vrai poulet. Et une des choses, c'est que les grands producteurs de viande ont acheté ou achètent ces compagnies-là. Et donc, évidemment, quand tu es un producteur de viande, tu achètes la protéine végétale, c'est pas pour la mettre en compétition directe avec ta viande, c'est plutôt à élargir un peu ton panier d'offres. Et ça ne sera pas comme ça que la révolution va se faire. Et il faut être capable de comprendre ces enjeux-là pour faire les investissements. C'est bien de choisir des gros producteurs, par exemple, de batteries, mais on a un gros problème, mais ça au Québec aussi, c'est comment tu appuies les petites entreprises en ouvrant des marchés, en permettant à ces marchés-là de se créer. Et nos barrières aux appels d'offres et tout font en sorte qu'on va mettre des millions pour développer des nouvelles technologies, des nouvelles industries, mais ils ne seront pas capables de trouver une place quand on fait des appels d'offres pour développer des marchés. Et c'est là, quand on regarde à l'étranger, en Allemagne, on l'a vu aux États-Unis beaucoup aussi, on a une capacité de créer les marchés internes pour faire en sorte que l'industrie peut passer de l'étape d'espoir à une étape où on est capable d'avancer. Et la technologie va jouer un rôle majeur, malgré tout, dans la transition énergétique. D'abord parce que les changements de comportement sont difficiles à faire. On ne fait pas les efforts qu'il faut et les changements de comportement vont arriver par des transformations structurelles qui vont impliquer de la technologie, mais aussi d'autres transformations, réglementations et autres, mais qui n'auront pas l'ampleur nécessaire pour atteindre nos objectifs climatiques ou nos objectifs de transformation. Donc, la technologie va être essentielle, mais il faut faire les autres changements aussi. Et il faut faire des vraies politiques industrielles. Il faut accepter de prendre des risques, accepter qu'on va se tromper. C'est-à-dire qu'il y a des millions qui vont aller dans des technologies ou dans des directions, puis dans 5 ans, on va s'apercevoir, mais ce n'est pas la direction à suivre. Mais si on ne fait rien, on n'est pas plus avancé. C'est un peu cet enjeu-là, je pense. Merci beaucoup. Écoutez, moi, j'ai grandi à côté des raffineries à Montréal-Est. Quand j'étais jeune, il y avait 8 raffineries à Montréal-Est. Il n'en reste qu'une, puis on ne manque pas de pétrole pour autant. Il y a beaucoup moins d'employés qui travaillent dans le secteur pétrochimique à Montréal. Même en Alberta, il y a beaucoup moins de gens qui travaillent dans le secteur pétrolier parce que les procédés sont de plus en plus efficaces. Mais quand j'ai des discussions ces jours-ci à la Chambre des communes avec des élus conservateurs, eux, ils craignent beaucoup pour les futurs emplois des gens de leur circonscription, de leur région, et ça se comprend. Donc, effectivement, il faut faire en sorte de s'assurer que ces gens-là puissent avoir du travail pour le court, le moyen et le long terme. Puis une des choses qui m'interpelle beaucoup, moi, parce que moi, mes parents ont travaillé dans des usines toute leur vie. Les usines sont disparues ou ils ont été déménagés au Mexique ou en Chine. C'est une préoccupation réelle, ça, de ces gens-là. Donc, il faut vraiment qu'on pense à une transition juste qui va faire en sorte que les gens vont être capables de se trouver de bons emplois. Puis là, ça nous amène, ce qu'on disait, c'est que d'un côté, on va avoir des gens qui vont perdre des emplois. De l'autre côté, à l'électrification et le transport, dans les énergies renouvelables, les gens, on a de plus en plus de pénurie de main-d'œuvre. Fait que, il me semble que c'est des vases communicants, mais il faut juste s'assurer d'accompagner ces gens-là. Puis moi, je pense que le rôle d'une organisation comme la vôtre, le CIROD, et le rôle des universités, le rôle des cégeps, le rôle des gouvernements, c'est de faire en sorte d'accompagner ces gens-là parce que Blockbuster est fermé puis Kodak est fermé. À un moment-là, la technologie évolue, fait que les choses changent, on n'a pas le choix de s'adapter. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Là, je pense qu'il y a une petite période de questions de quelques minutes. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle ou il y a des gens en ligne qui ont des questions? Oui, est-ce que quelqu'un veut venir au micro? Est-ce qu'il y a une question dans la salle?
Non? Alors, je vais donc poursuivre avec une question qui nous provient d'une personne en ligne. C'est Thierry Lefebvre, qui est chercheur au CERMA de l'Université Laval. Voici sa question. Toutes les difficultés mentionnées pour le Québec et le Canada au cours du débat semblent se ramener à des failles de gouvernance de l'État. Quel mécanisme, quelle plateforme ou quelle institution mettre en place pour que les décideurs et les décideuses écoutent les parties prenantes, c'est-à-dire les chercheurs et chercheuses, les ONG et les industriels, afin que l'on adapte les réglementations, qu'on arrête de tuer l'innovation et qu'on transforme l'aménagement du territoire? On change le monde. Oui, c'est ça. Quelqu'un veut répondre à cette question? Karine? Peut-être une solution là, par rapport à la question, c'est que qu'est-ce que des fois je ne vois pas, soit au niveau du Québec, au niveau du gouvernement fédéral, un comité interministériel. Nous devrions faire un comité interministériel sur la transition énergétique et la transition industrielle. Et ce comité, il va vraiment écouter et en plein d'action, comme je vous dis, vraiment à l'écoute des, soit des ministres, etc., que ça soit mixte et ça soit aussi avec un débat ouvert et un guichet unique où ces chercheurs, les techniciens ou les industriels, ils peuvent parler. Et ça, je n'ai jamais vu là, au niveau du Québec. Je sais que tu l'as fait. On a fait ça en 2012 à 2014, un comité interministériel, effectivement. Aujourd'hui, tu as raison. Il y en a pas. Premier ministre. Voilà. Qui relevait directement de la première ministre. Et ça, à mon avis, et ça, c'est efficace. Là. Moi, j'ai passé 5 ans de ma vie au Japon. J'ai appris ça au Japon. Dans tout qui est sécurité nationale ou les projets très importants, il y a un comité interministériel. Et c'est très facile d'approche avec un numéro, un email. Mais juste que tu parles d'un comité de ministres ou tu parles d'un comité de fonctionnaires de différents ministères? À mon avis, c'est les deux ensemble. Hein, parce que s'il n'y a pas des ministères… Non, mais c'est les ministres qui se rencontrent, mais je veux dire, ils envoient des… Oui, il faut que ça soit au niveau des ministres, parce que entre les fonctionnaires, en gros, chacun protège son ministère. Oui, je suis d'accord. Normand a raison. Je suis d'accord. Mais on avait mis sur pied un comité interministériel pour parler des enjeux de transition énergétique il y a 10 ans. Et ça, je salue Mme Marois pour ça. Par exemple, la ministre de l'Environnement, ministre des Finances, de l'Économie, de l'Énergie, de l'Emploi. Et ça, c'est important. Et des Finances. Et des Finances. Et des Finances. Oui. Moi, je pense que la transformation, c'est un enjeu majeur. Puis quand on regarde, encore une fois, on regarde à l'étranger, d'abord, l'enjeu, ce n'est pas les élections 4 ans. Ce n'est pas le problème de l'inefficacité puis de l'incapacité à livrer. Quand on regarde l'Angleterre, quand on regarde la Suède, donc il y a des pays qui avancent. La Suisse, la Suisse, c'est un pays complexe comme ici, OK? Ça avance. On prend des décisions. Donc, d'abord, le problème, c'est comment tu t'assures que les fonctionnaires, leur intérêt à eux, c'est de livrer. Et la Caisse de dépôt, dans sa nouvelle politique pour réduire les émissions, l'intensité de ces émissions, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont redescendu et la prime de chaque employé jusqu'en bas, l'analyste qui reçoit les projets, est liée à l'atteinte des objectifs climatiques et des objectifs économiques, évidemment. Okay? Donc, ça veut dire que l'analyste en bas de la pile qui reçoit quelque chose, puis il doit tout de suite dire, est-ce que je vais passer du temps là-dessus ou non, faire une première analyse. Et son intérêt pour monter, pour réussir, est lié directement à sa capacité à livrer. C'est intéressant. Ça. Le problème au Canada, c'est que l'intérêt des fonctionnaires n'est pas dans la livraison et dans suivre les règles. Okay? Donc, on doit suivre les règles. La pérennisation des règles. Le vérificateur général, il tape ces gens quand ils ne suivent pas les règles. Donc, est-ce que tu achètes un jus d'orange à 15$? Ça, c'est dramatique. Si ton jus d'orange à 15$ t'a permis de faire une rencontre qui débloque un dossier sur lequel tu étais pogné pendant des mois, on s'en foutu du 15$. Mais on n'est pas du tout… Tout l'appareil, toute la capacité est liée dans une analyse des indicateurs qui sont des indicateurs obsolètes? Non, des indicateurs de production, pas d'atteinte des objectifs. Okay. Et ça, c'est plus profond, mais si on change ça, puis on met les bons objectifs, puis dire en transport, ton objectif climatique, là, comme sous-ministre, comme fonctionnaire, comme là, en transport, si tu ne rencontres pas ça, tu ne peux pas monter, tu n'as pas ta capacité d'évoluer, bien, les gens vont trouver les solutions, vont les faire. Mais il faut mettre en place les bonnes valorisations. Parce qu'on va se le dire, là, il y a des gens très, très brillants dans la fonction publique. Ce n'est pas un problème de compétence, c'est un problème de médiocrité, qui n'est pas la même chose. Ouais. Non, médiocrité dans la façon dont on fait le travail. Oui, c'est ça. Okay.
Dernière question. Oui, merci beaucoup pour la discussion vraiment intéressante. J'ai deux petites questions. Une, c'est parce que c'est vraiment le retour des politiques industrielles. Donc, la question pour le Québec, est-ce qu'on pourrait utiliser cette approche de Innovation Missions qui est utilisée maintenant pour avoir entre les grands, le petit projet et les ODD qui sont beaucoup plus abstraits pour faire un plan. Qu'est-ce que vous pensez de ce concept? Deuxième point, j'avais l'impression que vous parlez beaucoup de transformation, mais dans le contexte de croissance. Donc, si on veut vraiment parler de transformation climatique, est-ce qu'on ne doit pas le positionner directement dans la post-croissance? Si on parle directement aussi du dernier rapport du GIEC. On a 3 heures, c'est ça? Je ne peux pas parler sur la première, j'ai aucune idée. Pour moi, la post-croissance, les gens n'accepteront pas facilement de s'appauvrir. Donc, pour moi, l'enjeu, c'est de dire comment on change en fait, les objectifs des gens en termes de dépenses et de comment on va être bien, où est-ce qu'on va mettre notre argent. Et ça, ce sont des enjeux de marketing, de construction de valeurs, de construction d'objectifs. J'ai un exemple que je donne souvent, mais si plutôt que quand la semaine de relâche au mois de mars, on prend à 4, on prend des billets d'avion pour aller dans le sud, c'est mieux vu, OK? Puis je me sens plus heureux. À 5, on se loue un jeu vidéo à 5 000 $, on s'assoit dans le sous-sol, puis on joue toute la semaine, OK? On a dépensé le même argent, parce qu'il faut le dépenser, l'argent. On l'a vu durant la pandémie, on n'a pas voyagé, on a construit des extensions, on a acheté d'autres machins, on n'a pas réduit tant que ça nos émissions, OK? Donc, l'enjeu, c'est comment on construit une société dont le besoin, ça peut être un besoin de dire il faut que j'aille au théâtre plus souvent, il faut que j'investisse plus dans ma santé, mais il faut réaligner les objectifs de vie des gens par du marketing pour faire en sorte que l'argent va être dépensé dans des endroits qui ont un plus faible impact environnemental. Mais de penser que tout le monde va réduire ses consommations en s'enrichissant, ça ne tient pas la route d'un point de vue psychologique. Okay. Fait que, moi, je vais devoir mettre fin à ce magnifique débat. Mais comme mot de la fin, merci beaucoup, Normand. Écoutez, c'était super intéressant comme discussion. Vraiment, très dynamique. Merci beaucoup. Hein? Et tous ceux qui sont en ligne ou dans la salle, vous voyez qu'il y a beaucoup de pain sur la planche, fait que ce n'est pas le travail qui va manquer.